Alors moi je m'appelle Claire Leprost, je suis fondatrice de FabLab Channel qui est une société toute jeune qui a à peine 2 ans. Voilà. Et après un parcours assez long maintenant dans télévision par câble, par satellite, sur le mobile, dans le web, et passé 5 ans à CAPA, j'ai décidé de monter cette société en me disant qu'il fallait réconcilier en fait 2 choses. À la fois la production pour les nouveaux médias, sans les opposer, parce qu'on voit bien que la frontière devient de plus en plus ténue, on va dire, pour les écrans connectés, mais aussi la production de chaînes à la demande, qu'on pourrait du coup appeler un double métier de production et d'édition de chaînes à la demande. Voilà, donc concrètement, en termes de production, on fait des web-séries, on peut faire des web-documentaires, on travaille aussi bien avec des sites et des chaînes de télévision, et du côté de l'édition des chaînes, on a une chaîne qui s'appelle Rendez-vous à Paris, qui est dédiée qu'à de la web-série de comédie, qu'on diffuse aujourd'hui sur YouTube, où on a 150 000 abonnés, c'est dépassé déjà, et puis surtout on la diffuse maintenant sur les box d'Orange, sur la télé, où on a des super audiences, donc on est super content. Donc ça nous permet d'acquérir des web-séries partout dans le monde entier, d'aller les sourcer là où elles sont. Et parallèlement à ça, on a créé l'an dernier, ça c'est le projet dont je suis, je pense, la plus fière, une chaîne qui s'appelle Les Haut-Parleurs et qui réunit des jeunes reporters partout dans le monde, tous francophones, pour parler avec leur trip, leur ton, dans un journalisme qu'on pourrait appeler subjectif, d'un sujet qu'ils ont envie de traiter sur leur terrain, dans le cadre d'un enjeu de société qu'on a défini nous en amont. Et on a une coproduction sur ce projet-là, qui est à la fois une chaîne et un programme, un peu comme Vice, qui est à la fois une chaîne, mais aussi vend ses contenus ailleurs. Donc on a une coproduction avec TV5 Monde, mais aussi avec, on diffuse aussi les contenus sur les sites de Erasmus, on a des partenaires sponsors, et on cherche aujourd'hui à distribuer plus largement ces contenus-là. Le prochain enjeu qu'on va attaquer, après avoir commencé de façon assez évidente, puisque c'était lancé fin novembre sur la COP21, donc sur les sujets de l'environnement, on va attaquer les sujets de la drogue, et tout ça sera en ligne à partir du mois de mars. Voilà. Alors c'est vrai que le sujet de la diffusion des contenus aujourd'hui par les diffuseurs pose plusieurs questions. La première, c'est... alors évidemment, d'abord, ça dépend de quel type de contenu tu as à distribuer. En fonction de c'est un live, c'est un événement sportif, et où c'est en différé, c'est du plateau, c'est du jeu, versus c'est du reportage, c'est du documentaire, ou c'est de la fiction. Les questions ne se posent pas de la même manière. Mais si on avait des conseils à donner, nous, en tant que producteurs aux diffuseurs, on se dirait aujourd'hui, soyez très vigilants sur la façon dont vous adressez en fait les contenus. Refaites l'événement quand ça arrive à l'antenne. En tout cas, investissez. De nombreux diffuseurs le font, mais il faut vraiment encore plus le faire pour faire connaître en fait les programmes. Il faut être très attentif et continuer en fait à faire des efforts de promotion, voire de push. Donc ça passe aussi par des moyens à la fois de recommandations, mais aussi de recommandations éditoriales, de programmation, mais aussi de publicité, on va dire ça comme ça, promotionnelle, pour garder la fenêtre de ce qu'on appelle le replay, pour continuer à ce que les bons programmes en tout cas puissent être vus et vus juste après leur diffusion primaire. La troisième chose, c'est l'utilisation des réseaux sociaux, qui est pas évidente, parce que utiliser les réseaux sociaux totalement, ça voudrait dire diffuser tous ces contenus-là sur ces réseaux sociaux. Ça, c'est juste pas possible. C'est pas possible pour des raisons de droit, de maîtrise de la base de données. On ne peut pas tout déléguer aujourd'hui à ces plateformes de surcroît en général américaines, mais en tout cas ces plateformes qui sont devenues beaucoup trop puissantes, etc. Bon. Après, il y a le sujet de valoriser des droits dans des deuxièmes fenêtres. Ça, c'est le cas de la vidéo à la demande, puisqu'aujourd'hui Netflix vit certes de nouvelles productions originales, exclusives, mais vit aussi beaucoup d'un catalogue, puisque on voit bien que là, je crois que récemment ils viennent de racheter Seinfeld. Alors je sais pas si c'est pas Amazon, MSN. Alors qu'est-ce qu'il y a ça? Amazon. Je crois que c'est Amazon. Pardon, c'est Amazon, pas Netflix, qui vient de racheter toute la série Seinfeld que moi j'ai connue quand j'avais 25 ans, et pour des milliers voire le million de dollars, quoi. Et tu dis quand même, ce truc qui est du back catalogue, ils mettent autant d'argent pour l'acquérir. Bah oui, parce que même le back catalogue a de l'avenir, parce que c'est pas seulement les jeunes qui consomment aujourd'hui sur les écrans connectés, c'est aussi toutes les générations, et notamment celles qui ont du temps, parce qu'on parle souvent des vieux qui regardent de plus en plus la télé, mais les vieux ils regardent
aussi beaucoup la télé en vidéo à la demande, puisqu'ils ont le temps d'aller chercher des contenus, et ils sont contents de retrouver des contenus voilà, qu'ils ont pu connaître quand ils étaient plus jeunes. Alors ces vieux-là, en l'occurrence, c'est plutôt des vieux comme moi, puisque c'est toute cette télé-là qui est assez dense et qui a été créée dans les années 80-90, sur lesquelles il y a des bacs catalogues formidables, quoi. Donc ça, c'est la troisième chose. Et la dernière, je dirais, c'est tellement important, et ils sont tellement tous passés à côté de ça, et c'est pour ça que Netflix est en train de gagner, des parts de marché au même titre qu'un Apple avec l'Apple Store, et iTunes, notamment dans la musique, a gagné des parts de marché de façon radicale. C'est que tout le monde a oublié cette fameuse user interface, c'est-à-dire cette fameuse simplicité de regarder, de voir, etc. On a combien de fois rouspété à la maison, toi comme moi, parce que, et nous et les enfants et machin, jusqu'à un moment donné changer, parce que avec la télécommande, taper à la main avec une espèce de clavier mal foutu, etc. Tout ça, dès que un bond qualitatif et technologique a été fait, c'est une audience perdue, quoi. Et je pense qu'en France particulièrement, alors c'est vrai dans beaucoup de pays, mais on est passé tellement à côté de ce design d'usage qu'il est probable que le grand risque, le risque majeur de perte d'audience se passe ou se fasse à cause de ça, et c'est compliqué de revenir et de rattraper le niveau, mais c'est là qu'il faut qu'ils investissent. Donc il faut des ingénieurs, il faut des designers, et il faut plus de marketing certainement. Il faut aussi probablement expliquer à ceux qui font des contenus, c'est une question que j'ai posée tout à l'heure, il faut probablement expliquer à ceux qui font des contenus ce que sont les usages aujourd'hui, et est-ce que ces changements d'usage, parce qu'il y a des usages classiques en télé, même en VOD d'une certaine manière, sauf qu'on va regarder une série en entier et pas attendre une semaine, rien que la temporalité ça change, du coup les cliffhangers doivent être encore plus violents, enfin tout ça doit être... Donc comment on explique ça aujourd'hui aux producteurs? Comment on leur explique ce que c'est qu'une expérience de visionnage sur le mobile? Comment on leur explique tout ça quand les chargés de programme n'ont pas toujours compris, et quand les boss des antennes n'ont pas toujours forcément compris? Voilà, donc c'est vrai que la réponse, elle est chez les jeunes générations aussi, elle est dans les nouveaux métiers, dans ce qui est en train d'être appréhendé, chez ces producteurs qui intègrent des nouvelles donnes. Et c'est vrai que c'est important de travailler tous ensemble là-dessus, parce que sinon on peut se retrouver avec des plateformes qui n'auront pas les mêmes soucis de financement de la production. Et Dieu sait qu'en France et dans le monde, voilà, il y a une demande de contenu qui est forte, mais il ne faut pas perdre cette bataille.